Tout s'est joué en moins d'une minute, précisément 47 secondes, un laps de temps dérisoire mais suffisant pour renverser durablement l'équilibre du pouvoir en France. Quelques instants plus tôt, Marine Le Pen venait d'achever une stratégie minutieusement préparée contre Sébastien Lecornu, le fixant avec une assurance teintée de supériorité convaincue que tout était déjà gagné. Dans son esprit, la scène était écrite d'avance. Ce premier ministre de 39 ans, encore perçu comme inexpérimenté, allait perdre ses moyens, hésiter, chercher ses mots, peut-être même s'excuser maladroitement devant toute l'Assemblée. Mais rien ne s'est déroulé comme elle l'avait imaginé. Lecornu s'est levé lentement avec un calme presque déconcertant, puis a prononcé quelques mots qui ont instantanément figé l'hémicycle dans un silence glacial, total, presque irréel. Ce n'était ni un échange politique ordinaire comme il en existe quotidiennement, ni une confrontation verbale parmi tant d'autres au Palais Bourbon. C'était un moment de rupture, un instant rare où un nouveau leader osait défier frontalement un ordre établi depuis des années, révélant sans ambiguïté que l'ère de domination absolue du Rassemblement national au Parlement français touchait à sa fin. Paris, Assemblée nationale, 15 janvier 2026. Dans l'esprit de Marine Le Pen, figure dominante du Rassemblement national, la scène s'annonçait comme une démonstration de plus presque routinière de son emprise sur le jeu parlementaire. Depuis les élections législatives marquantes de juin 2022, 3 années, s'étaient écoulées durant lesquelles elle avait, avec une constance méthodique, consolidé son rôle central au sein de l'opposition française. Rien d'important ne se décidait sans qu'elle n'y appose d'une manière ou d'une autre son aval, qu'il soit discret ou affiché. Les premiers ministres qui s'étaient succédés n'avaient eu d'autre choix que de composer avec elle, avançant avec précaution, multipliant les tractations, allant parfois jusqu'à s'exposer à des concessions humiliantes en public simplement pour obtenir son accord ou à défaut éviter son opposition frontale. 7 jours avant ce vote de confiance décisif, loin des regards indiscrets. Une réunion s'était tenue tard dans la nuit au cœur du quartier général politique du 8e arrondissement parisien. Installée avec assurance dans son vaste bureau dont les murs retraçaient en images les grandes étapes de son parcours, Marine Le Pen dirigeait les échanges entourés de son cercle le plus restreint. À ses côtés se trouvaient ses conseillers les plus aguerris, ses stratèges de confiance et bien sûr Jordan Bardella, jeune président du mouvement accompagné d'autres figures influentes du parti. L'atmosphère avait quelque chose de presque militaire. Chaque donnée était examinée avec rigueur, chaque hypothèse pesée comme avant un affrontement majeur. Penchée sur les derniers sondages étalés devant elle, la dirigeante du RN laissait transparaître une inquiétude mesurée. Ce Lecornu devient un véritable obstacle, lâcha-t-elle en analysant les chiffres. Pour quelqu'un d'aussi récent sur la scène politique, il affiche une assurance excessive et bénéficie d'un soutien médiatique bien trop favorable. Pire encore, l'opinion publique commence à basculer en sa faveur. Son regard se durcit légèrement. Il faut agir vite, lui rappeler sans détour qui tient réellement les commandes dans ce pays et qui possède en fin de compte le véritable pouvoir. Ce qui avait été conçu cette nuit-là tenait sur une idée presque élémentaire mais dont l'impact lui promettait d'être implacable une fois mis en œuvre. Tout devait se jouer lors du vote de confiance autour du budget 2026, une scène parfaite pour rappeler en pleine lumière au nouveau chef du gouvernement où se situait réellement sa place dans le labyrinthe politique français. Marine Le Pen comptait s'appuyer sur des années d'expérience parlementaire accumulées avec patience sur un réseau d'alliances construit avec soin au fil du temps et sur une autorité forgée dans la durée pour prendre l'ascendant sur ce Premier ministre encore perçu comme inexpérimenté. À ses yeux, cet homme de 39 ans, fraîchement issu du ministère des Armées, habitué aux dossiers techniques plutôt qu'aux joutes politiques, n'était qu'une cible idéale. L'objectif n'était pas simplement de le contredire, mais de le mettre en difficulté publiquement de façon méthodique et sans la moindre indulgence, sous l'œil des caméras. En toile de fond, le message devait être limpide pour toute la classe politique parisienne, sans validation explicite ou implicite du Rassemblement national gouverné efficacement et durablement en France relevait de l'illusion. Cela fait à peine quelques mois qu'il navigue dans ce milieu, glissait Marine Le Pen avec un calme assuré à son cercle rapproché, un sourire presque amusé aux lèvres. De mon côté, je siège à l'Assemblée depuis bien plus longtemps. Chaque règle, chaque rouage, chaque faille de ces institutions, je les maîtrise parfaitement. Elle marqua une pause sûre de son effet.
Il ne lui faudra pas longtemps pour comprendre qui tient réellement les rênes dans cet hémicycle. À cet instant, aucun doute ne semblait l'effleurer, l'issue lui paraissait évidente, presque écrite d'avance. Depuis des années, les chefs de gouvernement s'étaient succédés en adoptant la même attitude prudente, venir en coulisses, discuter, négocier, parfois même s'exposer à des concessions publiques simplement pour obtenir son accord ou éviter son opposition. Édouard Philippe avait avancé avec une extrême précaution sur plusieurs dossiers délicats. Jean Castex avait multiplié les compromis pour préserver l'équilibre. Élisabeth Borne, elle avait tenté de l'ignorer sans succès. Quant à Gabriel Attal, il avait fini lui aussi par céder sur certains points. Peu importaient les différences de style, tous avaient tôt ou tard suivi ces règles tacites imposées progressivement par le Rassemblement national, des règles jamais écrites mais parfaitement intégrées par toute la classe politique. Et pourtant, c'est précisément là que tout a basculé, une erreur d'analyse colossale, un faux calcul stratégique dont le prix allait se révéler particulièrement lourd sur le plan politique. Marine Le Pen avait sous-estimé un élément essentiel, Sébastien Lecornu ne ressemblait en rien au chef de gouvernement qu'elle avait l'habitude de manœuvrer. Depuis sa nomination inattendue en septembre, il n'avait rien laissé au hasard. Pendant des mois, il avait observé avec une attention presque chirurgicale le fonctionnement interne du RN au Parlement, mêlant une inquiétude lucide à une capacité d'analyse digne d'un stratège militaire aguerri. Peu à peu, il avait décrypté les mécanismes, la manière dont Le Pen imposait ses conditions sans véritable négociation, comment elle exploitait son expérience et son influence pour freiner systématiquement les initiatives adverses, ou encore la façon dont elle considérait l'Assemblée nationale comme un espace qu'elle contrôlait presque à titre personnel, dictant ses propres règles avec une assurance parfois arrogante. Mais Lecornu, connu pour son sang-froid et sa réflexion méthodique, ne s'était pas contenté d'observer. Formé aux logiques complexes de la défense, il en avait tiré une conclusion claire, il était temps de bouleverser en profondeur les codes établis du jeu politique français. Pourtant, derrière cette apparente évidence, un élément crucial échappait à tout, même aux conseillers les plus proches d'Emmanuel Macron à l'Élysée, même aux équipes feutrées de Matignon le soir de la nomination officielle, même à ceux qui habituellement rapportent le moindre détail au sommet de l'État. Personne ne savait, absolument personne. Car dans l'ombre, loin des circuits classiques du pouvoir, trois individus discrets tiraient déjà les ficelles. Des profils presque invisibles pour le grand public, mais d'une redoutable efficacité. La première, Claire Dubois, 52 ans, ancienne experte des rouages parlementaires, avait passé 15 années à décrypter les mécanismes internes du système. Rien ne lui échappait des règles les plus obscures aux subtilités procédurales jusqu'aux failles exploitables du palais Bourbon. Ce soir-là, en ouvrant un dossier épais soigneusement préparé, elle avait posé les bases. Monsieur le Premier ministre, Marine Le Pen commet une erreur fondamentale sans même s'en rendre compte. Elle croit que le rapport de force et l'expérience suffisent, mais elle oublie une chose essentielle. Les règles peuvent se retourner contre ceux qui pensent les contrôler. À ses côtés, Thomas Mercier, 45 ans, ancienne journaliste politique passée par Le Monde, devenu expert en gestion de crise, apportait un éclairage tout aussi précis. Elle va tenter de vous piéger publiquement lors du premier affrontement majeur, avait-il averti avec sérieux. C'est une mécanique bien rodée, elle provoque, vous pousse à réagir à chaud, puis exploite cette réaction pendant des semaines. Enfin, le professeur Jean-Marc Fontaine, 67 ans, spécialiste reconnu des institutions de la Ve République, complétait ce trio stratégique. Cette nuit-là, ils avaient travaillé sans relâche, analysant, anticipant, ajustant chaque détail. Lorsque l'aube pointa vers 6 heures du matin et que Claire Dubois proposa une approche audacieuse, Lecornu esquissa un léger sourire. « C'est un pari risqué. Si ça échoue, ma carrière s'arrête ici. » « Et si cela fonctionne ?» avait lancé Mercier presque en défi. La réponse était simple. Dans ce cas, Marine Le Pen réaliserait qu'elle n'était plus la seule à maîtriser les règles du jeu. Quelques jours plus tard, le 15 janvier 2026, l'Assemblée nationale affichait complet. L'atmosphère était dense, presque électrique. Entourée de ses fidèles, Marine Le Pen fit son entrée avec assurance certaine de dominer une fois encore la scène. À 15h30 précise, la séance débuta. Sans hésiter, elle réclama la parole et monta à la tribune. « Mesdames et messieurs les députés, commença-t-elle avec un ton maîtrisé, je me réjouis que nous puissions débattre de l'avenir de notre pays. » Puis presque immédiatement, son regard se fixa sur Sébastien Lecornu. La France traverse une période particulièrement difficile, inflation, chômage, insécurité,
Et dans ce contexte, Emmanuel Macron nous impose un nouveau Premier ministre jeune sans réelle expérience, tout droit venu du ministère des Armées. Le sous-entendu ne laissait aucune place au doute, sa légitimité était remise en cause. Elle enchaîna sans relâche. Monsieur Lecornu a passé des années à gérer des commandes d'avions. Mais diriger un pays ne consiste pas à acheter des rafales, cela exige de comprendre les réalités vécues par les Français. Peu à peu, elle tissait sa stratégie mot après mot. Le budget que vous défendez est celui de technocrates déconnectés conçus dans les bureaux de Bercy par des élites qui ignorent tout des usines qui ferment ou des hôpitaux en manque de personnel. À chaque phrase, les députés du RN ponctuent par des applaudissements. Et savez-vous ce qui manque cruellement dans ce texte? La France elle-même, les Français, la priorité nationale. Puis le ton se fit plus personnel, plus incisif. Monsieur le Premier ministre, vous êtes fidèle au président. Mais la fidélité à un homme ne doit jamais devenir une trahison envers un pays. Un silence tendu s'installa. Vous avez été un ministre de la Défense correct, mais être à Matignon, c'est autre chose, c'est défendre l'intérêt national face aux pressions de Bruxelles. Puis enfin, le cœur du dispositif s'est dévoilé. Marine Le Pen sortit calmement une feuille presque comme si elle révélait une évidence. Monsieur le Premier ministre, j'ai ici quelques questions très simples, celles que n'importe quel Français pourrait vous poser. Si vous êtes incapable d'y répondre, cela signifiera que vous n'êtes tout simplement pas à la hauteur. Instantanément, l'atmosphère se figea. Même du côté de la majorité, l'assurance semblait vaciller. Elle prit son temps savourant chaque seconde. Commençons par quelque chose de basique, combien coûte aujourd'hui une baguette? Face à elle, Lecornu resta impassible, immobile, parfaitement conscient du piège. Autre question, quel est le revenu mensuel moyen d'une infirmière dans le public? Le sourire de Le Pen s'élargissait presque triomphant. Et encore combien de migrants en situation irrégulière sont entrés sur le territoire l'an dernier? Les questions s'enchaînaient précises, calculées, chacune destinée à exposer une prétendue déconnexion avec la réalité quotidienne. Combien d'exploitations agricoles ont disparu à cause des normes européennes en 2025? Quel est le véritable taux de chômage dans certains quartiers? À chaque interrogation, elle fixait Lecornu avec une intensité mêlant défi et condescendance. Puis elle se tourna vers l'Assemblée amplifiant sa gestuelle. Vous constatez bien, mesdames et messieurs, que notre Premier ministre est incapable de répondre à des questions élémentaires tout simplement parce qu'il ignore la réalité du pays. Il connaît les salons de Matignon, les couloirs de l'Élysée, les réceptions internationales, mais pas la France qui travaille, qui souffre, qui tient debout. Le piège était total, répondre, c'était s'exposer à la critique. Se taire, c'était confirmer l'accusation. Une impasse parfaite, elle enchaîna alors avec assurance. Voici donc une proposition raisonnable. Reportons ce vote. Donnons-lui le temps d'apprendre, d'aller sur le terrain, de comprendre enfin ce pays. Et lorsqu'il sera prêt, nous voterons. Le message était brutal, retourné à l'apprentissage. Et s'il refuse, ajouta-t-elle en haussant le ton, alors nous voterons contre et nous expliquerons clairement aux Français pourquoi nous refusons de soutenir un gouvernement dirigé par quelqu'un qui ne les comprend pas. Elle regagna sa place satisfaite. Tout semblait parfaitement exécuté. Elle attendait la réaction habituelle, gêne, justification, recul. Mais cette fois, rien ne se passerait comme prévu. Sébastien Lecornu prit son temps. Il se leva sans précipitation, presque comme si chaque seconde était calculée. Aucun signe de tension, aucun geste d'hésitation. Au contraire, il donnait l'impression d'attendre cet instant depuis longtemps. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était posée, maîtrisée, mais d'une fermeté inattendue. « Madame Le Pen, je vous remercie pour votre intervention. » Une simple phrase, mais le ton suffit à créer un léger trouble. Puis, en s'approchant du micro, il fixa son adversaire droit dans les yeux. « Vous évoquez votre expérience politique. Permettez-moi d'y revenir avec quelques éléments concrets. » Le basculement était enclenché. 7 années à l'Assemblée et combien de lois adoptées sous votre impulsion 3 textes mineurs. Le chiffre tomba comme un couperet. Et vos amendements 267 proposés, 8 retenus. Marine tenta de réagir, mais il poursuivit implacable. Vous parlez d'expérience, très bien. Mais l'expérience se juge au résultat, et les vôtres sont, disons, limitées. L'agitation gagnait les rangs. Élu dans le Pas-de-Calais, combien de visites sur place l'an dernier? 12, une par mois. Impressionnant. L'ironie devenait tranchante.
Vous m'interrogez sur le prix d'une baguette, permettez-moi de retourner la question. Quand avez-vous franchi la porte d'une boulangerie sans caméra? Le Pen blêmit légèrement. Vous évoquez la déconnexion, mais vous vivez dans un vaste appartement du 16e arrondissement, vous voyagez en première classe, vous fréquentez les tables les plus prestigieuses, et vous me parlez de distance avec les Français. Chaque phrase frappait plus fort. Regardons vos déplacements en 2025, 23 départements visités. De mon côté, 67 en 2 ans. La comparaison était sans appel. Vous mentionnez les agriculteurs. Combien de jours passés sur le terrain avec eux? Aucun. Moi, 12. Quant aux infirmières, savez-vous que votre parti s'est opposé à la révalorisation de leur salaire? Cette fois, plus aucun applaudissement ne venait des bancs du RN. Venons-en maintenant à votre suggestion, enchaîna le cornu sans hausser la voix. Vous proposez que je prenne du temps pour apprendre? Ma réponse est simple, non. Le mot tomba net sans appel. Non, parce que pendant que vous orchestrez vos mises en scène, des Français attendent des réponses concrètes, des hôpitaux manquent de personnel, des écoles tombent en ruine. Non, parce que je ne suis pas ici pour jouer un rôle, mais pour agir. Le contraste devenait évident. Ce budget, ce sont des mois de travail, des discussions interminables, des arbitrages complexes. Et qui trouve-t-on? Des hausses de salaire pour les soignants, un soutien réel aux agriculteurs, des moyens supplémentaires pour la sécurité. Chaque argument venait démonter la narration précédente. Mais vous passez cela sous silence car admettre que ce gouvernement agit ne correspond pas à votre discours. Alors vous déformez la réalité. Le ton se durcissait. Voici donc ce qui va se produire. Ce voté ne sera pas repoussé. Il aura lieu immédiatement. La tension monta d'un cran. Vous êtes libre de voter contre si tel est votre choix, mais assumez-le pleinement. Le défi était frontal. En revanche, si votre seul objectif est de semer le désordre, alors les Français verront clair dans votre jeu. Il marqua une pause. Ils comprendront que vous ne proposez rien. Vous vous opposez à tout systématiquement. Vous critiquez, mais vous ne construisez jamais. Puis presque calmement, il porta le coup final. Savez-vous ce qui nous distingue réellement? Vous instrumentalisez les difficultés des Français pour gagner des voix. Moi, je cherche à les résoudre parce que je les connais. Il conclut simplement « Je suis né à Rouen ». Mon père travaillait à l'usine dans l'automobile. Ma mère soignait des patients dans un hôpital public. Moi, j'ai grandi dans un appartement modeste, à peine 60 mètres carrés. Mes études, je les dois aux aides de la République. Chaque mot sonnait vrai sans artifice, presque brut. Je ne viens pas d'une dynastie politique. Mon mandat, je ne l'ai pas reçu en héritage. Je n'ai jamais vécu dans les quartiers privilégiés ni fréquenté les cercles dorés. Ce que j'ai construit, je l'ai gagné à force de travail. Le contraste avec son adversaire devenait impossible à ignorer. Puis vint ce moment suspendu, celui que personne n'oublierait. Le cornu s'arrêta net, inspira profondément, fixa Marine Le Pen sans détour, sans la moindre hésitation, et prononça lentement une phrase qui allait figer toute la salle. « Madame Le Pen, cela fait 30 ans que vous promettez de sauver la France. Mais au fond, la seule chose que vous avez réellement préservée, c'est votre propre trajectoire politique. Nourrie par la peur et les contre-vérités. » Le silence qui suivit fut écrasant, presque irréel. Plus aucun mouvement, plus aucun murmure. Marine Le Pen restait immobile comme pétrifiée, le visage figé, mais le choc se lisait dans son regard. Autour d'elle, les députés du RN semblaient perdus, incapables de réagir. Et pourtant, le cornu ne s'arrêta pas. À quel moment déciderez-vous enfin d'être utile à ce pays au lieu de vous en servir pour vos ambitions? La question resta suspendue, lourde, presque accusatrice. Pour la première fois depuis longtemps, Marine Le Pen n'avait rien à répondre. Rien du tout. Le président de séance tenta bien de reprendre la main, cherchant à interrompre l'élan. « Monsieur le Premier ministre !» Mais le cornu coupa court sans élever la voix. « J'ai terminé. Nous passons au vote immédiatement. » Un geste calculé, presque chirurgical. Le cadre légal le permettait, il s'appuya sur les dispositions de l'article 49 de la Constitution. « Je l'active officiellement. » Dans les tribunes, Claire Dubois laissait apparaître un sourire discret. Tout se déroulait exactement comme prévu. 3 minutes s'écoulèrent, longues, étirées, presque irréelles. Puis les chiffres apparurent à l'écran. 280 voix pour 200 contre.
Mais surtout, un détail changeait, tous 50 députés du RN avaient choisi de s'abstenir. 50. Un chiffre inédit. Pour la première fois, une partie du groupe refusait de suivre aveuglément la ligne imposée. Marine Le Pen resta figée, le regard accroché à l'écran, incapable de masquer sa stupeur. Ce n'était pas simplement un revers politique, c'était une atteinte directe à son autorité, la première fissure visible dans un contrôle qu'on croyait inébranlable. Le cornu, lui, se leva sans bruit, salua brièvement l'Assemblée et quitta la salle. Aucune célébration, aucun geste inutile, simplement la posture d'un homme qui considérait avoir accompli sa mission. Dans les couloirs, les journalistes l'encerclèrent aussitôt. « Une victoire historique, monsieur le Premier ministre ?» Il répondit sans emphase, « Ce n'est pas une victoire personnelle, c'est une confiance accordée. Et maintenant, le travail commence. » Les heures qui suivirent furent une véritable déferlante. Partout, les réactions explosaient, et sur les réseaux sociaux, l'affrontement entre Lecornu et Le Pen s'imposait immédiatement comme le sujet incontournable. Les images de cet échange tournaient en boucle, accumulant des millions de vues en un temps record. Du côté du Rassemblement national, c'était la désorganisation la plus totale. Marine Le Pen s'était isolée, retranchée dans son bureau, refusant tout contact. Une pensée revenait sans cesse, ces 50 députés qui avaient choisi de ne pas la suivre. 50 signaux d'alerte, autant de fissures dans une autorité qu'elle croyait inébranlable. Dès le lendemain, la presse affichait une rare unanimité. Le Figaro évoquait une humiliation à l'Assemblée Libération, saluait une démolition méthodique du discours du RN, tandis que Le Monde soulignait l'émergence d'une stratégie nouvelle face au populisme. Dans les semaines suivantes, les conséquences ne laissèrent plus place au doute. Les enquêtes d'opinion montraient une chute nette de la popularité de Marine Le Pen, perdant plusieurs points en peu de temps. Son image de leader incontesté s'était fragilisée. À l'inverse, Lecornu voyait son autorité renforcée. Son gouvernement le considérait différemment et même ses opposants semblaient désormais lui accorder un respect qu'il n'avait pas encore gagné jusque-là. Mais au-delà du choc immédiat, c'est surtout l'empreinte laissée sur la durée qui a marqué les esprits. Pendant des années, les formations politiques traditionnelles avaient évité l'affrontement direct avec le RN, préférant contourner plutôt que confronter. Lecornu lui venait de prouver qu'une autre approche était possible, opposer des faits précis, rester ferme et ne pas céder au terrain émotionnel. Très vite, cette manière d'agir fit école. Ce que certains commencèrent à appeler la méthode Lecornu s'imposa peu à peu comme une référence stratégique. En avril 2020, Marine Le Pen tenta de reprendre l'initiative avec une démonstration de force à Lyon, réunissant des milliers de partisans. « Ce Premier ministre croit pouvoir nous rabaisser », lança-t-elle devant une foule chauffée à blanc scandant « démission ». Mais la réponse de Lecornu surprit tout le monde et frappa encore plus fort, il choisit le silence. Elle peut dire ce qu'elle veut. Moi, je travaille pour les Français. Les polémiques ne m'intéressent pas. Ignorer complètement un adversaire peut parfois être plus déstabilisant que l'attaquer frontalement. Face à ce mur, Le Pen multiplia les interventions cherchant à relancer le combat, mais se heurta toujours à la même réponse invariable « Je travaille ». Peu à peu, son attitude donnait l'impression d'une obsession comme si elle ne parvenait plus à sortir de cette confrontation. Quelques semaines plus tard, en juin 2026, un sondage confirma ce basculement. Une large majorité de Français soutenait désormais cette approche et fait encore plus révélateur une part non négligeable des électeurs du RN eux-mêmes, estimaient que leur parti devrait adopter une posture plus constructive. Ce qui s'était produit dépassait de loin une simple confrontation politique, c'était une secousse profonde, presque un tremblement de terre dans le paysage national. Pourtant, quelques mois plus tard, en septembre 2026, un événement imprévu vint tout bouleverser. Lors d'un déplacement, Lecornu fut la cible d'une tentative d'agression. L'auteur lié au milieu d'extrême droite proche du RN. La situation aurait pu être explosive, potentiellement dévastatrice pour Marine Le Pen. Mais la réaction du Premier ministre prit tout le monde de court. Lors d'une déclaration officielle, il posa un cadre clair. Il est hors de question d'imputer cet acte à l'ensemble du Rassemblement national. La violence en politique est inadmissible, mais accuser collectivement un parti pour l'action isolée d'un individu serait tout aussi injustifiable. Le pays resta stupéfait devant une telle retenue, presque dérouté par cette hauteur de vue. Mise face à cette posture, Marine Le Pen dut reconnaître publiquement « Je remercie le Premier ministre pour sa position juste ». Pour la première fois, ces mots étaient dépourvus d'agressivité.
Quelques semaines plus tard, en octobre, un geste encore plus inattendu survint. Elle soutint un amendement porté par le gouvernement. Un signal fort presque impensable auparavant révélant que sa stratégie d'opposition permanente montrait ses limites. En novembre 2026, sous les regards des caméras lors de la cérémonie du 11 novembre à l'Arc de Triomphe, ils échangèrent une poignée de main. « Vous avez remporté cette bataille », murmura-t-elle. La réponse fut immédiate. « Ce n'est pas une bataille, c'est l'avenir du pays. » Elle acquiesça presque résignée. Justement, c'est pour cela. Quelques secondes à peine, mais lourdes de sens, la fin d'un cycle. Un an après ces 47 secondes devenues légendaires, le paysage politique français n'était plus le même. Le Cornu s'était imposé avec une autorité renforcée, tandis que Marine Le Pen voyait son influence s'éroder, contestée jusque dans ses propres rangs. Et surtout, le débat politique avait changé de ton, plus ancré dans les faits, moins dominé par l'émotion et les slogans. Aujourd'hui, dans les instituts de sciences politiques, une scène revient sans cesse dans les analyses ce fameux « moment Le Cornu ». De jeunes responsables issus de tous les horizons le décortiquent avec attention. Comment contrer un discours populiste sans tomber dans l'émotion? Comment rester maître de soi face à la provocation? Et surtout, comment retourner un piège avec intelligence contre celui qui l'a tendu? De son côté, Marine Le Pen en a tiré une leçon amère mais essentielle. La certitude de dominer à ses limites et l'opposition systématique finit toujours par lasser. En privé, selon certains proches, elle aurait reconnu « Le Cornu m'a offert la leçon la plus marquante de toute ma carrière. Il m'a fait comprendre que j'étais devenu ce que j'ai toujours dénoncé. » Et penser que tout cela est né d'un instant précis, une phrase 47 secondes à peine, quelques mots soigneusement choisis. Une onde de choc qui s'est transformée en véritable basculement politique. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cet échange. Dans les mois qui ont suivi, un changement plus profond s'est opéré dans la manière même de concevoir le débat politique en France. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une figure politique qui a été mise en difficulté, mais tout un modèle basé sur la peur, la simplification excessive et la manipulation des émotions qui a été exposé au grand jour. Les chercheurs en sciences politiques y voient désormais un point de rupture dans l'évolution contemporaine de la Ve République. Article thèse analyse le moment Le Cornu est devenu un cas d'école. Très vite, l'événement est devenu un objet d'étude à part entière. Des ouvrages d'analyse se sont multipliés tandis que des documentaires revenaient seconde par seconde sur cet affrontement devenu emblématique. Ce qui captivait le plus les observateurs, ce n'était pas tant l'échange lui-même que ce qui se cachait derrière une préparation d'une précision remarquable. Contrairement à l'idée d'une réaction instinctive face à une attaque, tout avait été pensé en amont, organisé, avec rigueur, exécuté avec maîtrise. Quelques mois plus tard, dans un livre publié après les faits, Claire Dubois dévoila les coulisses de cette stratégie. « Rien n'a été laissé au hasard », expliquait-elle. Chaque scénario avait été envisagé, chaque angle d'attaque anticipé. Mais surtout, nous avions fait un choix de ne pas subir, mais riposter, et le faire avec des faits, pas avec des émotions. Cette révélation déclencha de vifs débats dans le monde politique. Certains y virent une manœuvre froide, presque cynique. D'autres saluèrent au contraire une démonstration de professionnalisme redoutable. Une chose en revanche ne faisait aucun doute, les résultats étaient là. Après cet épisode, la popularité du gouvernement Le Cornu connut une progression constante. Des réformes qui auraient en d'autres temps suscité une opposition farouche passaient désormais avec moins de résistance. Même au sein du RN, certains élus commençaient ponctuellement à soutenir certaines mesures. Pendant ce temps, Marine Le Pen traversait une période délicate. Sa présence médiatique se faisait rare et lorsqu'elle s'exprimait, son ton avait changé, plus mesuré, moins offensif. À l'intérieur du parti, les tensions devenaient visibles. Jordan Bardella, président du mouvement, occupait progressivement davantage l'espace public au point que certains commençaient à le voir comme un successeur potentiel. Quant aux 50 députés qui s'étaient abstenus, ils formaient désormais un courant informel, appelant à une transformation de la ligne politique. Leur message était clair, l'opposition systématique ne suffisait plus, il fallait proposer, construire, convaincre autrement. Décembre 2026, Nice. Le congrès du Rassemblement national censé afficher l'unité s'est transformé en révélateur de fractures profondes. Pour la première fois, la ligne de Marine Le Pen était contestée ouvertement et pas en coulisses, en pleine tribune. Un jeune député élu depuis peu prit la parole avec un courage inattendu. « Madame Le Pen, nous vous devons beaucoup, mais il faut regarder la réalité en face. Cette stratégie ne fonctionne plus.
Les Français attendent des solutions concrètes, pas des slogans. Ils veulent bâtir, pas simplement dénoncer. Si rien ne change, nous perdrons toute crédibilité. Un silence pesant envahit la salle. Une scène inimaginable jusque-là dans l'histoire du parti. Marine Le Pen resta immobile, impassible, puis, contre toute attente, répondit sans agressivité. « Peut-être avez-vous raison. Peut-être est-il temps d'évoluer. Le monde change et nous devons en faire autant. » Cette prise de position provoqua un véritable choc. Les médias parlèrent d'un tournant majeur, certains allant jusqu'à évoquer un possible retrait progressif de la vie politique. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu avançait avec méthode consolidant son influence. En janvier 2027, Emmanuel Macron salua publiquement son action lors de ses vœux. Il a démontré qu'on pouvait faire de la politique, autrement être ferme sans être brutal, défendre ses idées sans attaquer, convaincre avec des arguments plutôt qu'avec des formules. Mais ce soutien, loin de simplifier la situation, ouvrit un nouveau front. La popularité croissante de Lecornu commençait à faire de l'ombre au président lui-même. Les sondages révélaient un fait troublant, les Français faisaient davantage confiance au Premier ministre qu'à celui qu'il avait nommé. Une dynamique délicate qui raviva les tensions classiques entre l'Élysée et Matignon. Rapidement, les rumeurs circulèrent. Macron envisagerait-il de s'en séparer? Lecornu, parfaitement conscient de cet équilibre fragile, adopta une posture mesurée. Il multiplia les marques de loyauté, rappela systématiquement qu'il agissait sous l'autorité présidentielle et évita soigneusement toute posture pouvant être interprétée comme une ambition personnelle. Paradoxalement, cette retenue renforça encore son image, celle d'un dirigeant sérieux, réfléchi et de plus en plus crédible. Mars 2027 marque un nouveau basculement inattendu cette fois. À Bruxelles, lors d'un sommet européen, Sébastien Lecornu surprend tout le monde. Face aux dirigeants du continent, il défend avec précision les intérêts de Français et parvient à arracher des concessions majeures sur plusieurs dossiers économiques. En France, les réactions sont unanimes, y compris chez ses opposants traditionnels. La reconnaissance dépasse rapidement les frontières. Le magazine Time lui consacre sa une, le présentant comme « The New Face of French Politics ». L'article dresse le portrait d'un dirigeant rare capable de mêler lucidité stratégique, audace politique et intégrité personnelle. Ce regard international ne fait qu'amplifier son poids sur la scène nationale. Les enquêtes d'opinion atteignent des sommets inhabituels pour un premier ministre, avec près de 67% d'avis favorables. Fait encore plus frappant, son soutien s'étend même à des électorats qui ne lui étaient pas acquis, y compris à droite et à l'extrême droite. De son côté, Marine Le Pen observe cette progression avec une certaine retenue mêlant réserve et reconnaissance. En avril, lors d'une interview, elle surprend en déclarant « Lecornu reste un adversaire. Mais il faut admettre qu'il a modifié notre manière de faire de la politique. Il prouve qu'on peut être efficace sans tomber dans la démagogie. C'est une leçon pour tous. » Ces mots inattendus marquent un tournant symbolique. Ils confirment que l'épisode du 15 janvier 2026 n'était pas un simple affrontement ponctuel, mais le point de départ d'une transformation plus profonde. Certains historiens vont jusqu'à comparer ce moment à d'autres instants charnières de la Ve République, comme le discours de Bayeux du général de Gaulle ou certaines décisions marquantes de Jacques Chirac. Mais au-delà des analyses, ce qui frappe le plus reste la dimension humaine. Celle d'un homme de 39 ans, issu d'un milieu modeste, qui refuse de céder face à une figure politique installée depuis des décennies. Un homme qui choisit la clarté plutôt que la peur, les faits, plutôt que les slogans, la maîtrise plutôt que l'attaque. Au fond, ce que l'on retient vraiment de cet épisode, ce n'est pas une technique brillante ni une simple performance médiatique. C'est autre chose. Une leçon bien plus profonde, presque intemporelle, celle du courage, de l'honnêteté et du rôle essentiel de la vérité dans le débat public. Aujourd'hui encore, dans les lycées comme dans les universités, de nombreux jeunes Français évoquent cet instant lorsqu'ils réfléchissent à l'avenir politique de leur pays. Non pas parce qu'ils adhèrent à chaque décision de Lecornu, mais parce qu'ils reconnaissent une certaine exigence dans sa manière d'agir, refuser les raccourcis faciles, éviter la démagogie, privilégier la rigueur. C'est sans doute là que réside l'impact le plus durable de ces fameuses 47 secondes. Pas une victoire passagère, mais une transformation plus profonde, presque culturelle. Un retour à des principes simples mais fondamentaux, respect des adversaires, attachement au fait, primauté de l'argument sur l'émotion. Et tout cela trouve son origine dans un choix apparemment banal, mais en réalité décisif,
Ne pas céder à la peur, dire ce qui doit être dit et considérer que les citoyens méritent mieux que des artifices ou des manipulations. En moins d'une minute, une démonstration a été faite parfois en politique, comme ailleurs l'intégrité et le courage finissent par l'emporter. Et cette idée, elle continuera de marquer durablement l'histoire politique française. Histoire politique française. Histoire politique française. Histoire